Alors bonjour David, Bonjour. David Roque, et je vais peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Au fond, je vous ai entendu partager avec les étudiants que cette idée d'essai est venue de la rencontre entre deux dynamiques Oui, au niveau des jeunes et oui. de la question du colonialisme. Vous pouvez en dire deux mots? Oui, bien sûr. En fait, je suis écrivain et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale. J'ai fait un grand livre sur le Congo, puis un autre sur l'Indonésie. Et donc, j'ai donné beaucoup de conférences dans des milieux où on était dans les luttes anticoloniales, le decolonizing movement. Et en même temps, j'étais aussi très impliqué avec les combats contre le réchauffement climatique et l'inaction politique dans ce domaine-là. Et je trouvais que les deux domaines étaient assez scindés. Euh, dans les combats post-coloniaux, c'est un public très mélangé, où on retrouve beaucoup de gens qui vivent dans les diasporas, alors que le milieu climatique était surtout classe moyenne, blanche, éduquée, et tout ça. Je dis, mais il y a deux énergies très importantes qui travaillent sur des thèmes très importants et qui, pour moi, sont intimement liées. Le colonialisme, ce n'est pas quelque chose du passé. Oui, il faut effectivement faire une forme de digestion historique de ce passé douloureux, mais en même temps, il faut aussi regarder le colonialisme du présent et de l'avenir quand on regarde le réchauffement climatique. Ce n'est pas tous les pays du monde qui ont provoqué le changement climatique de la même façon et pas tous les pays sont victimes de la même façon. La vulnérabilité répète les schémas coloniaux. Et je pense qu'on ne peut pas décarboniser sans décoloniser, on ne peut pas décoloniser sans décarboniser. Les deux sont vraiment, ils vont de pair. Je vous connaissais sur vos travaux qui concernent la démocratie participative ou délibérative. Et quel lien en fait il y a entre la question de notre démocratie, qui est un vrai enjeu et qui dépasse même les enjeux écologiques, et la question effectivement du futur de notre Ouais. planète? Pour le dire dans une seule phrase que j'invente sur le coup, on ne peut pas décarboniser sans démocratiser. Mhm. Notre système démocratique actuel n'est pas la démocratie parfaite. La démocratie n'est jamais achevée, c'est toujours un processus en cours. Et je pense que nous avons un modèle qui est historique, qui n'a jamais été conçu pour faire face aux grands défis de notre temps, c'est-à-dire la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, le franchissement des limites planétaires. Et donc je pense qu'il nous faut adapter notre démocratie, que nous apprécions, que nous voulons garder, et le renforcer par une mise à jour de toute une série de dispositifs. Notre Et, démocratie est devenue très particratique en quelque sorte. et la mise à jour des dispositifs, donc vous avez Oui. participé, vous êtes la source et vous avez participé à plusieurs expériences de démocratie délibérative. Et au fond, aujourd'hui, suite par exemple à la conférence citoyenne pour le climat de Paris, Oui. et puis le Burger Dialogue dans les cantons de l'Est, quelles sont les grandes leçons que vous tirez? Qu'est-ce que vous avez appris de ces exercices? Il y a toute une série de leçons sur les choses qui vont bien et ce qui va moins bien. C'est pas grave. Ceux qui font des prototypes ont toujours le droit de faire des erreurs. Ils ont le courage de dire ben, j'espère que les autres vont apprendre quelque chose. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'institutionnaliser. J'ai trop vu, et l'OCDE a documenté plus de 600 panels citoyens tirés au sort, c'est très bien, mais très souvent, ce panel se termine, les assemblées se terminent, les gens rentrent chez eux, et puis leur recommandation est là quelque part dans le vide, et après quelques semaines, il y a une couche de poussière dessus sur le bureau d'un politique. Et je pense le besoin d'institutionnaliser se fait sentir de plus en plus, parce que c'est la seule garantie pour faire à ce que les recommandations soient implémentées. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat en France, travail extraordinaire par les citoyens, Mhm. implémentation extrêmement partielle Mhm. par la politique française, malgré l'enthousiasme du président Macron. Et je pense que c'est parce qu'on avait très mal conçu le suivi. Pour moi, une assemblée citoyenne, ce n'est pas une entité dans le vide. Il y a une phase avant, il y a la phase après. Et c'est dans la phase avant qu'il faut dire qu'on va faire avec les recommandations après. Pour Et, moi, une assemblée citoyenne, c'est comme un muscle. C'est un muscle artificiel, mais il faut aussi concevoir les tendons qui le rattachent à la squelette étatique. alors, ce tendon avec les squelettes étatiques, vous avez parlé d'assemblée ad hoc ou d'assemblée permanente. Ouais. Où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion? Donc pour moi, c'est évident qu'il faut institutionnaliser, c'est-à-dire rendre permanent.
Ça me semble, et que ça fasse partie de l'instrumentaire d'une démocratie moderne. Je trouve que la Belgique, le Sénat n'a plus de fonction. Je trouve que le Sénat belge devrait être un conseil citoyen comme en Belgique germanophone. Ce serait un joli équilibre avec la Chambre, où il y a des citoyens élus qui s'organisent à travers des partis politiques. Entre les deux chambres, entre les deux salles de réunion, il y aurait un équilibre intéressant et fructueux pour les deux. Et vous parlez d'institutionnalisation, nous sommes ici dans une institution, une bibliothèque universitaire. Finalement, quel est le rôle que l'université, quel est le rôle que les enseignants à l'université par rapport à cette évolution de la démocratie? Essentiel, je pense. Ce serait dommage si la réflexion sur la démocratie dans une université se limite au département des sciences politiques, où il y a toujours un enthousiasme dans un coin perdu quelque part. Je pense qu'il est important, et je vois de plus en plus, il y a un vrai questionnement de la part de certaines universités sur mais comment est-ce qu'on veut fonctionner en tant qu'université dans le XXIe siècle? Le modèle d'une université a été très influencé par un modèle de manager, un style de management, de gestion professionnelle, très très bien la professionnalisation, mais quel rapport est-ce qu'on veut avoir avec les étudiants? Quel rapport est-ce qu'on veut avoir avec la ville où on était inscrit? Comment concevoir l'université du futur? Tout ça est assez mal à imaginer de façon créative à travers les modèles de gestion universitaire actuels. Et je vois que de plus en plus, la démocratisation de la démocratie ne se limite pas juste au niveau politique. Elle se déroule dans le milieu d'entreprise, elle se déroule aussi bien dans le milieu académique. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et mon rêve serait que les universités deviennent des laboratoires d'innovation démocratique. Déjà, ils ont un rôle démocratique essentiel. La formation des jeunes, c'est quand même pas la moindre des choses. Mais que cette formation des jeunes se fasse aussi à travers des vraies expériences délibératives, des vraies expériences participatives, des vraies expériences démocratiques. Qu'un étudiant en première, deuxième, troisième année, en master, se rend compte que, tiens, moi j'ai mon mot à dire, je fais partie, je suis une partie prenante de cet univers et j'ai la chance de m'exprimer. Et pas juste lui qui a été élu dans le conseil des étudiants, mais moi, voilà, j'ai été tiré au sort et on me demande de prendre une certaine responsabilité civile, de penser, de la réflexion sur comment est-ce qu'on voit l'université du futur.